Bonsoir Anne-Sophie Dreyfus. Bonsoir Claire. Voilà, vous allez nous parler de scènes de la vie juive en Alsace, de Daniel Stauben, de son vrai nom Auguste Vidal, Witzenheim, 1822, Paris, 1875. Bon, je n'en dis pas plus, vous nous raconterez sa vie. Quelques mots sur la vôtre. Vous êtes une des premières adhérentes du Cercle de généalogie juive, puisque vous portez votre numéro d'adhérente, le numéro 46. J'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule. Yes. Voilà, vous avez longtemps travaillé et vous travaillez toujours dans l'édition. Et vous avez fondé en 2016 les éditions de l'Antilope avec Gilles Rosier, ici présent, et que je remercie pour sa présence. Et vous avez choisi de republier ce livre qui raconte la vie des Juifs de la campagne alsacienne. Écoutez, c'est à vous. Je vous écoute. Peut-être un mot de plus avant de vous céder la parole. Je suis animatrice au sein du Cercle de généalogie juive. Je vous invite, vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, qui écouterez Anne-Sophie, à nous rejoindre. Nous sommes un groupe, une association loi 1901, riche et riche de ressources et de gens. Voilà, donc rejoignez-nous. C'est à vous, Anne-Sophie. Merci Claire, merci. Alors c'est vrai que vous m'avez invitée pour parler de Scènes de la vie juive en Alsace de Daniel Stauben, en fait Auguste Vidal, vous avez raison. Mais d'abord, je voudrais dire que je suis drôlement impressionnée d'avoir un public comme ça, nombreux, varié, et par le cercle de généalogie, parce que je suis même si je ne suis pas très présente au cercle depuis un certain nombre d'années, je suis très, très touchée par ce cercle. C'est vrai, auquel j'ai adhéré il y a moi aussi 40 ans largement, et auquel je suis toujours très attachée. C'est un cercle de généalogie. Alors, évidemment, beaucoup d'entre vous savez exactement ce que c'est. La généalogie juive, notamment, et la généalogie juive d'Alsace, a été au début très, très représentée au cercle, et maintenant, c'est heureusement largement diversifié. Ça fait drôlement plaisir. Mais n'empêche que ce petit noyau de généalogie juive subsiste, et en effet, par ce groupe de recherche spécifique à l'Alsace et à la Lorraine, et ben, ça me touche beaucoup, et je fais le lien avec les éditions de l'Antilope, puisque en effet, quand on a créé avec Gilles les éditions de l'Antilope, on a choisi de publier de la littérature juive qui raconte la présence juive sous toutes ses formes et dans tous les pays et dans tous les temps. Et c'est dans ce cadre-là que, évidemment, les scènes de la vie juive en Alsace avaient de bonnes raisons de trouver une place. En revanche, à l'Antilope, on a fait le choix de ne publier que des inédits dans le grand format, et on réserve des livres qui ont déjà été publiés par ailleurs, on les réserve au format de poche. Et c'est la raison pour laquelle on a publié les scènes de la vie juive en Alsace au format de poche, parce que franchement, c'est une vraie curiosité, ce livre de Daniel Stauben. Et c'est une curiosité parce que ça raconte la vie juive en Alsace en plein milieu du 19e siècle. Et une vie juive, même quand on fait des recherches généalogiques, c'est clair que les recherches généalogiques nous permettent, pour ceux qui en font, vous le savez, mais pour ceux qui n'en font pas et qui vont en faire, ils ne le savent peut-être pas encore, mais en fait, les recherches généalogiques nous emmènent surtout sur les traces de personnes, d'aïeux. Et on ne sait pas forcément quelles sont les traditions de nos aïeux. Alors, en Alsace, c'est quand même très particulier, parce que ce qui m'impressionne beaucoup là dans la présence de la trentaine que nous sommes, c'est que comme un certain nombre d'entre vous sont aussi originaires d'Alsace,
si on consacrait maintenant 1 heure à dire on parle de nos aïeux en Alsace, eh bien, notre particularité, ce serait qu'en très peu de temps, Claire ne serait pas la seule à avoir une cousine parmi nous 30, mais on serait quasiment tous, on trouverait un aïeul, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère ou une arrière-arrière-grand-mère commun. Et ça, c'est assez particulier en France à cette présence juive. C'est-à-dire que bien sûr que la présence juive, elle est aussi en Argentine et aussi aux États-Unis, et aussi en Israël et aussi en Nouvelle-Zélande. Mais la présence juive, enfin la particularité des Juifs d'Alsace, c'est qu'au fond, on était tous toujours ensemble jusqu'à la Révolution française. On était à la Révolution française environ 20 000 et les 20 000 se sont après dispersés et on se retrouve quand même, on se retrouve. Et quand on se retrouve à la génération d'aujourd'hui ou aux générations d'aujourd'hui, et ben très vite, on se retrouve cousins. Et je veux dire ça, c'est en ça aussi que Stauben me touche, c'est que du coup, quand Stauben raconte quelque chose de la vie juive en Alsace au XIXe siècle, et ben on a forcément quelque chose en commun, c'est que ces Juifs d'Alsace qui étaient dans les villages plutôt, donc au moins jusqu'à la Révolution, et puis encore jusqu'à la fin du 19e, en fait, jusqu'à en effet ce que l'Alsace devienne allemande après la guerre de 70, c'est-à-dire là, un certain nombre de Juifs sont revenus sur le territoire français. En tout cas, pendant le 19e siècle, c'est vrai que les Juifs d'Alsace sont partis, ont quitté les villages souvent pour aller en ville. Beaucoup sont restés dans les villes alsaciennes, c'est-à-dire Strasbourg, Colmar, Mulhouse. En Lorraine, ils sont allés à Nancy, mais ça reste récent, c'est récent. Mais les traditions, j'ose croire que celles que décrit Daniel Stauben dans ces scènes de la vie juive en Alsace, eh ben, c'est des traditions que nos aïeux communs ont vécues. Et ça, je ne pourrais pas le dire exactement de la même façon pour la Pologne, parce que la répartition des Juifs était autrement plus grande, et puis surtout, la destruction des Juifs au XXe siècle a essentiellement touché ces origines-là de Juifs. Je ne pourrais pas non plus le dire de la même façon pour les Juifs qui viennent d'Afrique du Nord, parce que les histoires de Juifs marocains ou de Juifs tunisiens ou de Juifs algériens sont des histoires qui peuvent avoir quelque chose en commun, mais pas forcément aussi limitées qu'en Alsace. Donc, c'est en ça que je dois dire que Daniel Stauben me touche particulièrement, parce que en lisant ces textes, même s'il n'a aucun rapport avec ma famille, je n'ai pas en fait de recherche sur Daniel Stauben lui-même. Le peu de choses que l'on sache de Daniel Stauben, c'est qu'il est né en effet Auguste Vidal, c'est qu'en effet, il vient d'une famille plutôt pauvre, enfin en tout cas, on peut supposer paysanne, mais paysanne chez les Juifs alsaciens, ça ne voulait pas non plus dire grand-chose, mais clairement, lui a fait des études, il est allé à l'école, il a étudié, il a fait des études à l'université, il est devenu prof de lettres, il a enseigné dans différentes villes de France. Donc vraiment, c'est devenu un intellectuel qui a quitté son village d'origine, comme probablement beaucoup de gens, pour nous Juifs d'Alsace, probablement au cours des générations, comme beaucoup de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, aïeux, qui ont quitté le village pour s'installer en ville, qui ont fait des études, qui ont suivi cette échelle sociale et qui les a fait un peu grimper dans la société. Et ben, Auguste Vidal, lui, a enseigné et a gardé ce goût des lettres qui a fait qu'il a eu envie de raconter ce que c'était cette vie que lui avait quittée, mais qui existait encore en Alsace. Et donc, il est retourné, comme nous, on retournerait en vacances quand on a quitté sa ville d'enfance, son village d'enfance. Et ben, il est retourné en Alsace, il y est retourné plusieurs fois. Et à chaque fois, il a été très, très touché par ce qu'il voyait, ce qu'il vivait. Et ce qu'il voyait, ce qu'il vivait,
c'était évidemment des choses qu'il avait connues dans son enfance, ça c'est vrai, mais comme il avait cette compétence, connaissance de la langue française, il a su la raconter par écrit et donc en écrire un livre. Alors, c'est vrai que lui, il s'est un peu décrit, enfin, il a justifié à un moment le fait d'écrire, enfin, de raconter cette histoire-là. Il a fait un parallèle avec George Sand qui raconte le Berry. Et lui dit, bah, il n'y a pas de raison que moi, je ne raconte pas, enfin, que quelqu'un ne raconte pas, parce qu'il ne ramenait pas tout à lui, mais que quelqu'un ne raconte pas la présence juive en Alsace. Et avec justement ses traditions, sa façon d'être, et qui est assez particulière aux Juifs d'Alsace. C'est-à-dire, évidemment, que les traditions juives d'Alsace ne sont pas forcément les mêmes que les traditions alsaciennes. Et ce qu'elles ont de particulier par rapport aux traditions alsaciennes, c'est pour ça que je suis toujours gênée quand on parle des Juifs, je suis gênée de parler de paysans ou de parler d'agriculteurs, parce que forcément, il y a toujours quelque chose. D'abord, ils n'étaient pas souvent agriculteurs, mais surtout, les métiers des Juifs alsaciens aussi avaient quelque chose de nourri par une certaine tradition. Mais ça, vous le savez, pour ceux qui ont des origines en Alsace, vous le savez aussi bien. Là, ce que Daniel Stauben raconte, Daniel Stauben, je précise, mais Claire l'a dit tout à l'heure, c'est un pseudonyme, c'est-à-dire qu'il s'appelait clairement Auguste Vidal, mais comme il était prof, je suppose qu'il préférait que l'on ne sache pas forcément qu'il était aussi auteur de livres, c'est-à-dire qu'il était aussi sur la place publique. Donc, il a choisi d'avoir ce pseudonyme, enfin, il a choisi ce pseudonyme peut-être plus neutre, mais encore, j'en suis pas sûre, de Daniel Stauben. Et donc, quand il raconte les traditions juives d'Alsace, c'est les traditions plus juives qu'alsaciennes, et pourtant sont aussi les traditions alsaciennes. Et alors, il y va très nettement dans les traditions juives, il y va avec ce regard d'homme installé dans la ville, puisqu'il a habité Paris, mais de la même façon, il habitait Aix-en-Provence, il a habité Besançon, je crois même qu'il est passé par le lycée à Thionville, je crois. Enfin, il n'a pas renié ni l'Alsace, ni la Lorraine, ni la Moselle, mais au fond, il est revenu, tellement pas renié qu'il est revenu, et qu'il est revenu à Winsenheim, notamment puisque sa famille était originaire de Winsenheim. Winsenheim, évidemment, alors pour les Juifs d'Alsace originaires du nord de l'Alsace, parce que évidemment chacun a son histoire, mais pour les Juifs originaires du nord de l'Alsace, alors Winsenheim c'est le sud de l'Alsace, c'est-à-dire ceux qui sont originaires du Haut-Rhin ne sont pas originaires du Bas-Rhin, alors évidemment il n'y a pas toujours les mêmes histoires, mais au fond les traditions juives restent quand même. Alors dans les traditions juives racontées par Daniel Stauben, par Auguste Vidal, dans ces traditions juives, évidemment qu'il y a les fêtes, le vendredi soir, Shabbat, les fêtes hebdomadaires, mais il y a aussi les fêtes marquées annuelles, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot. Et pour chacun de ces moments importants de la vie juive, il raconte ce que ça génère dans tel ou tel village, là où il rencontre les gens, là où il se fait inviter, comment il est invité, qui est-ce qu'il y a autour de la table, comment. Bon, des traditions que l'on peut connaître ou reconnaître qui, a priori, n'auraient rien de différent entre ce qu'on peut vivre en Alsace, ce qu'on aurait pu vivre dans un shtetl en Pologne ou ce qu'on aurait pu vivre quelque part au Maroc ou en Algérie. La façon de le raconter d'Auguste Vidal, c'est tout de même a quelque chose de très alsacien, me semble-t-il. En tout cas, c'est aussi ce qui m'a beaucoup touchée dans cette façon de le raconter. Ce qui nous a touchés, Gilles et moi, quand on l'a publié pour l'Antilope.
ce qui est très marquant, enfin remarquable pour moi, c'est que les termes employés sont les termes alsaciens, judéo-alsaciens, yiddish alsaciens. En tout cas, ce sont allemands, puisqu'il a aussi, Auguste Vidal a aussi été traducteur de l'allemand. En tout cas, très clairement, les mots employés sont des mots hébreux d'origine aussi, pourquoi pas. Chatren, oui, bien sûr, c'est aussi du yiddish, c'est aussi à l'origine. Alors, chatren, c'est le marieur, la personne qui met en lien le jeune homme qu'on rencontre dans tel village avec, je le sais, il y a une jeune fille là qui est aussi à marier, on va les faire se rencontrer. Et ça, il le raconte, Daniel Stauben, à l'occasion d'une fête. Il va à Winsenheim, il est invité par Salomon à s'installer à la table, et à la table, il y a le papa d'une jeune fille qui est à marier, et puis la fois d'après, quand il y va, il y a le marieur, et puis la fois d'après, le Salomon qui l'a invité lui propose d'aller dans un autre village, parce que dans l'autre village, le marieur a dit qu'il y avait un jeune homme pour la jeune fille, on va mettre en relation la jeune fille et le jeune homme, Chatren, et on va faire un shider, on va les faire se rencontrer, un shidur, une rencontre, oui, une rencontre, un lien, les mettre en lien, et tout ça pendant la fête de, une fois Pessah, une fois Sukkot, une fois Shavuot, une fois peut-être juste Shabbat. Tout ça, ce ne sont pas les traditions alsaciennes, ce sont clairement les traditions juives, mais en Alsace, parce que ça aurait pu aussi être, pourquoi pas en Pologne, mais personne, j'allais dire si, probablement que ça existait, quelqu'un qui allait le raconter, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a eu des grands conteurs qui ont plutôt raconté sous forme de fiction. Hein. D'ailleurs, là, j'ai trouvé aussi que André Neher avait dit que Stauben était le précurseur de ces grands conteurs de la tradition juive, mais de la tradition juive qui était plus orientale. Eh bien, c'est vrai que Auguste Vidal, lui, raconte cette tradition juive en Alsace. Alors, clairement, par rapport à la généalogie, puisque c'est quand même les sujets qui nous intéressent, par rapport à la généalogie dans ces scènes de la vie juive, parfois, Daniel Stauben donne les noms des gens. L'histoire, c'est qu'on est en plein cœur du 19e siècle, puisque en fait, lui, Auguste Vidal, alors une fois sur deux, je dis Auguste Vidal, une fois sur deux, je dis Daniel Stauben, parce que c'est très délicat, parce que son vrai nom, c'est Auguste Vidal. Maintenant, son vrai nom, je ne sais pas depuis quand il a son vrai nom, parce qu'en fait, il est né en 1822, donc est-ce que ses parents l'ont adopté au moment de la prise de nom des Juifs d'Alsace en 1808 ? C'est possible. Je n'ai pas vérifié dans le dénombrement des Juifs d'Alsace de 1784, je n'ai pas vérifié qu'il y avait des Vidal. Je l'ignore. Je n'ai pas fait du tout la généalogie de Vidal. Je n'ai pas l'impression qu'au départ, ce nom soit un nom typiquement juif. C'est-à-dire, évidemment, je compare par rapport à moi. C'est-à-dire que c'est sûr que Dreyfus, clairement, Veil, Picard, Bloch, enfin là, je vois des noms qui s'affichent. Ben évidemment, ce sont des noms juifs alsaciens. Donc là, très vite, on peut se dire, bon, originaire d'Alsace, et je vais me trouver un cousinage. Vidal, je n'en ai pas assez la connaissance, j'ignore. À vrai dire, là je ne peux pas m'engager. Mais lui, ce que je sais, c'est qu'il est né en 1822, donc étant né en 1822, le nom était déjà choisi ou précis. Dans sa généalogie, je ne peux rien dire, sauf que pour une part de sa famille, il est originaire de Winsenheim. Moi aussi, j'ai une part de ma famille qui est originaire de Winsenheim, mais je sais d'office qu'il ne s'agit pas des Dreyfus. En ce qui concerne ma généalogie, il s'agit de Bloch, parce que Bloch est un nom très, très présent à Winsenheim. Alors,
Quand Auguste Vidal parle de Salomon qui l'invite au repas de Shabbat ou qui l'invite à telle fête, Salomon, c'est le vieux Salomon, mais Salomon, là pour le coup, Daniel Stauben ne donne pas le nom de famille. Donc, en termes généalogiques, on n'a pas le moyen, enfin on a le moyen, si, on aurait le moyen en cherchant vraiment de façon précise. Mais en revanche, de temps en temps, il donne les vrais noms. Et par exemple, le fameux marieur, le Chatren, il s'appelle Ephraim Schwab. Donc, on sait précisément comment il s'appelle. Est-ce que si j'avais un aïeul qui s'appelait Ephraim Schwab, est-ce que j'aurais su qu'il était Chatren? Enfin, qu'il était marieur professionnel. Parce qu'on découvre aussi dans ce que raconte Daniel Stauben, on découvre aussi que le marieur, quand il réussit une rencontre, il touche une part de la dot. C'est-à-dire que les parents sont tellement contents qu'ils le payent. Enfin, ou sont contents ou ne sont pas contents. De toute façon, ils l'ont demandé probablement. Mais en tout cas, le marieur est payé pour ça. C'est un métier. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'histoire alsacienne en dehors des Juifs, mais je ne suis pas sûre que Chatrin était un métier typiquement alsacien. En revanche, je suis sûre que c'est un métier typiquement juif. Je ne sais pas si en Pologne, il y avait aussi beaucoup de Chatrin. Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que dans ma généalogie, aussi loin que je remonte, et en Alsace, on a les moyens de remonter, je n'ai jamais trouvé de façon officielle qu'un de mes aïeux était Chatrin. J'ai trouvé qu'il était faiseur de bougies ou instituteur à l'école juive notamment, ou qu'il était marchand de chevaux, ô combien, ou marchand de bestiaux, ô combien aussi, ou qu'il était colporteur, oui, ô combien. Je n'ai jamais, dans ma généalogie, trouvé de Chatrin. Donc, j'ai presque regretté en lisant ce livre de ne pas avoir un Ephraim Schwab parmi mes aïeux. Mais j'ai cherché, je n'en ai pas. Et j'ai des Schwab et j'ai des blocs, enfin bon, tous les noms que je pourrais aligner comme un certain nombre d'entre vous. Je n'ai pas Ephraim Schwab. Mais je ne sais pas si parmi les autres, les métiers officiels qui sont déclarés à l'état civil, en tout cas depuis donc la Révolution, si le métier de marieur existait. Voilà. Mais aussi loin que je remonte, non. Alors que, enfin bon, je vois bien que dans ce que raconte Daniel Stauben, dans ses traditions juives alsaciennes, judéo-alsaciennes, on a accès, enfin j'ose imaginer, en tout cas moi ça me fait un peu rêver, c'est-à-dire avoir accès en faisant un parallèle, mais dont je ne peux pas être sûre, un parallèle entre ce que mes aïeux ont vécu et ce que, là en l'occurrence, enfin Daniel Stauben, Auguste Vidal a pu vivre. Je l'espère, je le souhaite et je trouve, enfin en ce qui me concerne, que ça nourrit aussi des recherches généalogiques. Voilà, c'est en fait le point pour moi sensible, c'est celui-là. C'est-à-dire c'est la rencontre d'une vie juive et d'une recherche généalogique. Ça ne peut pas être un outil de recherche, mais ça peut être un point d'ancrage d'une histoire commune ou pas commune. Voilà, c'est en ça que je trouve toujours ce livre absolument touchant et passionnant, enfin, ouais, passionnant, même si ça n'est pas précisément un livre de généalogie, voilà, pour parler de choses qui intéressent les membres du cercle de généalogie. Maintenant, quand justement on ne fait pas soi-même des recherches généalogiques et qu'on n'est pas soi-même intéressé par savoir ce que ses aïeux, comment ils s'appelaient précisément et qui ils avaient précisément épousé et quel était le nom des frères et sœurs et le lieu d'origine, de naissance et le lieu de mariage et le lieu de décès, enfin tout ce qui est lié aux recherches généalogiques. En dehors de ces recherches généalogiques, ce livre apporte, enfin en tout cas moi, m'a apporté quelque chose
de cette ambiance, enfin que j'ose croire, mais que je veux croire, de cette ambiance judéo-alsacienne, et comme l'avait dit Claire, très encore rurale. Parce que dans nos histoires juives alsaciennes aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que l'on a quitté la ruralité, justement. En tout cas, moi, dans ma famille, très clairement, pour certaines branches, la ruralité a été quittée dès le début du 19e, pour d'autres branches, milieu du 19e, et pour les branches les plus récentes, ceux qui sont allés en ville. Et quand je parle de villes, je parle de villes qui sont restées en Alsace ou en Lorraine. C'est-à-dire que quand mes aïeux, c'est pas très loin, mon grand-père est né à Mulhouse, mon grand-père était né en 1876, donc bien sûr que son père était né dans un village qui s'appelait Sierentz, mais ça veut dire que Sierentz a été quitté entre le milieu et la fin du 19e siècle. Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, en tout cas chez moi, tous les membres d'une certaine lignée étaient venus en ville. Et venus en ville en restant en Alsace, qui est quand même aussi assez particulier à l'Alsace, enfin, et que je retrouve dans Daniel Stauben, c'est ce besoin de rester toujours lié à l'Alsace. Mais aussi, ce qui est toujours commun à cette histoire juive d'Alsace, c'est que même aujourd'hui, ou alors je n'ai plus aucun lien géographique avec l'Alsace, j'en ai encore avec la Moselle, puisque j'ai encore une maman qui vit en Moselle, mais la Moselle, c'était loin de mes aïeux qui étaient en Alsace. C'était pas tout à fait la même chose. Même si mon grand-père était venu s'installer en Moselle, c'était pas tout à fait la même chose. Mais quand même, c'était un petit peu là. Mais l'Alsace, au fond, c'est loin, mais c'est proche. C'est-à-dire qu'au fond, je peux y retourner quand je veux, faire comme Daniel Stauben, c'est-à-dire, si ça m'intéresse, et c'est ce qui m'a intéressé dans les recherches généalogiques, eh ben, je peux retourner visiter des cimetières, visiter des vieilles synagogues, visiter des villages qui existent ou qui n'existent plus, avec une rue des Juifs qui existe ou qui n'existe plus, tout dépend des villages. Ce qui n'est pas le cas de Juifs originaires. Alors, je pourrais parler de la Pologne ou de la Russie ou de la Lituanie ou de l'Ukraine ou d'Algérie ou de Maroc ou de Tunisie ou d'Iran. Enfin, il y a tellement d'endroits dans le monde où les Juifs ne peuvent pas ou ont trop de difficultés à retourner. Et dans cette culture judéo-alsacienne, on a quand même, qu'on habite aujourd'hui en Argentine ou en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis ou en France, on a la possibilité d'y retourner et d'y retrouver des traces juives. Et bien, c'est un petit peu ça qu'a fait, en le racontant et en l'écrivant, et il l'a fait il y a un siècle et demi, ce que fait Daniel Stauben. Et je me dis que peut-être, enfin, aujourd'hui, si on le faisait, on ne pourrait plus avoir les traditions, on pourrait raconter, en effet, ce qui reste dans les cimetières, enfin, ce qui reste les traces de tout ce que font les chercheurs justement, de recherche généalogique, le groupe, j'imagine, Alsace-Lorraine, ou ce qu'on peut faire aujourd'hui de ces recherches juives en Alsace. Daniel Stauben l'a fait suffisamment tôt pour qu'on ait encore les traditions qui, depuis, ont pu être perdues d'Alsace. Voilà. D'autant que, en ce qui concerne les Juifs alsaciens, une fois qu'on est, et là je parle pour moi, mais je parle aussi pour les gens de ma génération qui revendiquent cette origine alsacienne, mais qui est quand même lointaine, d'autant que dans les traditions, il y a eu quand même une rupture aussi, où en passant dans la ville, on a aussi, pour certains, quitté complètement ou moyennement les traditions juives.
pour ceux qui l'ont quitté complètement, quitte à y revenir après une génération ou 2 générations, ou ne jamais y revenir, mais en tout cas s'intéresser à ce qui s'y est passé, ou ne pas les quitter du tout, ou les quitter d'une certaine façon. En tout cas, chez moi, très clairement, on les avait quittés. Même si on n'y est pas revenu, eh ben on y est un petit peu revenu différemment, et puis on est revenu surtout dans les traditions juives d'aujourd'hui, ce qu'elles sont en France, en Israël, aux États-Unis ou ailleurs, mais forcément différentes de ce qu'était ce judaïsme alsacien. Voilà. Écoutez, là, je crois que je vous ai juste... je veux pas vous épuiser avec Daniel Stauben ou Auguste Vidal, mais j'ai cru comprendre qu'on ne laissait pas la parole, mais moi, je serais pour plutôt vous laisser la parole et vous répondre peut-être à vos questions si vous avez des questions. Bon, ben, merci beaucoup, Anne-Sophie Dreyfus. Vous nous dites que ce livre, c'est un témoignage, c'est comme l'histoire, hein, ce qu'on raconte. Il y a une histoire, quelqu'un sait l'histoire, puis on ne sait plus où est le feu, on ne connaît plus l'histoire. Lui connaît encore l'histoire, il peut nous la raconter et nous, par lui, vivre ce qu'ont vécu nos ancêtres, puisque nous tous ici réunis avons des aïeux, j'imagine pour la plupart d'entre nous, originaires d'Alsace, et nous ne savons rien de la vie qu'ils ont vécue. On ne le saurait pas, par exemple, on ne connaîtrait pas le quotidien s'il n'y avait pas ce livre. Et est-ce que vous pourriez, ensuite je vais laisser la parole aux auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est composé ce livre? Ce serait ma première question. Et une deuxième question, pourquoi avez-vous choisi de le republier alors qu'il a été republié il y a peut-être une quinzaine d'années, 20 ans, quelque chose comme ça? Plusieurs fois, oui. Il a été plusieurs fois. Il a été écrit donc au milieu du 19e siècle, enfin dans les années 1850 et 60. Mais en fait, il a été publié plusieurs fois. Il a été même illustré aussi. Mais il a toujours été en grand format. Et donc, notre choix, c'est une telle curiosité. Bon, en plus, c'est mon biais juive alsacienne, comme vous l'aurez compris. Mais c'est une telle curiosité. Et c'est écrit de façon tellement charmante que c'est ce qui a fait qu'on a choisi de le publier, parce que ça avait tout son sens à l'Antilope, puisque je vous dis, on publie des textes qui racontent la présence juive sous toutes ses formes. Donc là, franchement, la présence juive alsacienne, ça méritait. Mais surtout, il n'avait jamais été publié en format de poche, c'est-à-dire à moins de 10 euros. En fait, jusque-là, ce qui existait, c'était ou des grands formats ou du beau livre. Et donc, notre choix, c'était de rendre accessible le texte à un prix plus modeste. Voilà. Au fond, c'était surtout ça notre choix à l'Antilope. Maintenant, la structure, elle est assez simple. Hein. En fait, je ne sais plus s'il faut dire Daniel Stauben ou Auguste Vidal à chaque fois, mais en fait, il commence dans une première partie par présenter c'est-à-dire son retour en Alsace à travers les fêtes, là où il est invité. Donc, ça commence par Shabbat, le vendredi, enfin non, il dit pas, il dit sabbat, oui, il dit sabbat, le sabbat. Donc le vendredi, et puis ensuite dans un deuxième chapitre, enfin si je fais à peu près hein, l'ordre des chapitres, et ben il y a une circoncision, et puis dans un troisième chapitre il y a un mariage, et puis dans un quatrième chapitre et ben il y a un repas de noces, et puis dans un cinquième chapitre il y a un enterrement, et puis ensuite on passe à la deuxième partie. La deuxième partie va s'intéresser plus aux fêtes. Alors, il va y avoir Pessah, et puis il va y avoir Shavuot. Alors, Shavuot Alors, quand je dis Pessah, c'est délicat parce qu'il l'écrit dans une forme qui n'est ni hébraïque, ni yiddish, peut-être alsacienne. Il l'écrit P-A-E-C-C-D-A-C-H. Pessach. Pessach avec un C-C-D.
Donc, c'est une translittération de l'hébreu qui est tout de même assez, enfin pour moi, que je trouve très originale. Shavuot, il l'appelle Shebuot. La période qui précède Rosh Hashanah et Kippour, il l'appelle les slishot, bon, les selichot, les selichot, les slichot. Le chauffard, je dis ça parce que la translittération toujours de l'hébreu est assez particulière. Le chauffard s'écrit S-C-H-O-P-H-A-R, le chauffard qui est ce qu'on sonne au moment donc de Rosh Hashanah et Kippour, cette corne de bélier qui sonne. Donc, c'est le chauffard, S-T-H-O-P-H-A-R. Je l'aurais moi jamais écrit comme ça. Donc, ensuite, il y a Sukkot, donc la fête, en fait, la fête des tabernacles. Et puis, donc ça, c'est la deuxième partie, sont les fêtes. Et la troisième partie, je crois que c'est aussi les fêtes, mais c'est des fêtes plus mineures. C'est Purim et Hanouka, enfin plus mineurs par rapport à la tradition juive. Et à chaque fois, c'est comment il est invité dans une famille et comment ça se passe, décrivant les traditions, les repas, mais il nourrit toujours ces petites, enfin ces traditions, il les nourrit de ce dont je vous parlais en parallèle, c'est-à-dire de faire se rencontrer, enfin du chatron justement, du marieur qui fait se rencontrer une fiancée parce que la fiancée il l'a rencontrée lors de telle fête et le fiancé telle autre, etc. Et donc en fait c'est une histoire qui se tient à elle toute seule, c'est-à-dire au-delà des traditions qui vraiment se tient toute seule. Voilà, c'est la construction de Daniel Stobel. Merci beaucoup. Et quant à avant de passer encore aux questions, vous avez dit que vous n'avez pas c'était pas du tout votre objet, faire la généalogie. Vidal, on ne le trouve pas en 1784 et même en 1808 à Witzenheim, il est peut-être ailleurs. Le cerf de généalogie a… Peut-être pas sous le nom de Vidal. Non, il a le recueil, le recueil de la prise de nom. Oui. Faite par Pierre Katz, que je montre ici à la caméra. Nous avons également le dénombrement des Juifs d'Alsace, édité par le Cercle de généalogie juive. Ce sera un travail qu'un de nos adhérents, pourquoi pas vous, fera pour l'ascendance. Mais parmi la descendance, il y en a quand même un qui est connu, c'est Fernand Vidal, le médecin biologiste qui a donné son nom à l'hôpital que je ne vous conseille pas de fréquenter, sauf si vous confondez l'eau minérale et l'eau de Javel. C'est le centre antipoison de Paris. C'était son neveu, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, c'est son neveu. C'est son neveu, c'est ça.